Bienvenue dans ce fascinant voyage à travers le temps. Avant de commencer, nous vous invitons, comme toujours, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucun contenu futur. Commençons immédiatement. Dans un temps lointain, dominé par des châteaux imposants et des chevaliers en armures étincelantes, il existait des codes de conduite aussi rigides qu'extravagants, capables de faire pâlir n'importe quel manuel de bonne manière moderne. C'était un monde où l'étiquette régissait chaque geste, du salut quotidien aux détails les plus privés de la vie personnelle, des règles qui, aujourd'hui, sembleraient plus issues d'une comédie de l'absurde que d'un code civil. Imaginez, à cette époque, même un éternuement devait suivre des conventions précises. Dans ce voyage, nous explorerons les règles de comportement les plus bizarres du Moyen-Âge. Si vous êtes curieux de découvrir comment on vivait vraiment à cette époque, laissez un super like et plongeons immédiatement au cœur du récit. Commençons par le Xe siècle, où la courtoisie ne se limitait certainement pas à un simple merci ou « s'il vous plaît ». Daniel de Beccle, auteur d'une œuvre poétique intitulée Liber Urbani, offrait aux aristocrates, ou à ceux qui aspiraient à le devenir, des instructions détaillées sur la manière de se comporter en société. Certains de ces conseils, lus aujourd'hui, semblent tout droit sortis d'un sketch comique. L'un d'eux, ne portez pas votre cheval à l'intérieur de la maison de quelqu'un d'autre. Cela peut sembler une blague, mais à l'époque, parmi les paysans, c'était une habitude. Les indications touchaient également l'hygiène personnelle, ou plutôt son absence. Il était formellement interdit de se gratter en public ou d'éliminer les puces pendant une conversation, surtout si vous étiez à table. Et en parlant des repas, l'une des règles les plus curieuses interdisait d'uriner dans la salle à manger, à moins que vous ne soyez l'invité d'honneur. Oui, car dans ce contexte, le faire était une démonstration de pouvoir sur l'espace. Une autre règle étrange concernait les avances indésirables. Si la femme de votre employeur commençait à vous séduire, le conseil était simple. Faites semblant d'être malade. Balbutiez, tremblez, grattez-vous nerveusement. Mieux valait être pris pour un fou que finir décapité. L'étiquette médiévale était un véritable art théâtral, bien que cela ne faisait pas toujours rire, surtout ceux qui en payaient les conséquences. Pour les femmes, la situation était encore plus délicate. Alors que les hommes se mesuraient lors de tournois et de duels d'honneur, il était demandé aux dames de suivre des règles aussi absurdes qu'impitoyables. Christine de Pisane, l'une des rares voix féminines de l'époque à jouir de respect et de notoriété, donnait des conseils sur comment maintenir dignité et sécurité. Parmi ses recommandations, celle d'épouser des hommes déjà réformés, veufs ou rescapés de déceptions sentimentales, pour garantir un avenir plus stable. Même l'Église récompensait le repentir. Épouser une ancienne courtisane repentie était considéré comme un acte de grande vertu. Mais tout ne tournait pas autour de l'amour. Même le rire pouvait être considéré comme dangereux. Rire trop fort était vu comme un risque, surtout pour les femmes. On croyait que l'hilarité excessive pouvait provoquer un déplacement de l'utérus avec de graves conséquences pour la santé. Pour éviter que le mari ne se réfugie à la taverne, on conseillait à la femme de devenir une optimiste compulsive. Des problèmes à la maison? Cachez-les. Une vache morte? Faites comme si elle dormait. Tout pour garder le chef de famille dans son ignorance bienheureuse. Et n'oublions pas l'inquiétante art de marcher silencieusement. On demandait aux femmes de se déplacer comme des ombres, sans faire le moindre bruit, dans une sorte d'élégance spectrale. La féminité idéale était discrète, silencieuse, presque éthérée. Il y avait aussi la vanité. Déjà à l'époque, on expérimentait l'alchimie pour améliorer l'apparence. Mais les recettes étaient effrayantes. Giovanni Battista della Porta, un alchimiste du XVe siècle, proposait une mixture pour éclaircir les cheveux à base de safran et de soude caustique. Un cauchemar pour tout dermatologue moderne. Pour obtenir des cheveux plus foncés au Moyen-Âge, il ne suffisait pas d'une teinture, il fallait du courage et un estomac d'acier. L'une des recettes les plus populaires consistait à exposer au soleil pendant 2 mois des sangsues immergées dans du vin rouge. Le résultat? Une chevelure foncée et probablement quelques problèmes de santé liés à l'intoxication. Mais l'ingéniosité de l'époque ne se limitait pas à la cosmétique. Certains, comme Giovanni Battista della Porta, se lançaient aussi dans des théories dignes d'un conte de fées. Convaincu que la nature pouvait être domptée avec élégance, Giovanni soutenait qu'on pouvait capturer des cerfs sauvages, simplement en jouant de la flûte avec délicatesse. Selon lui, les bonnes notes attireraient les animaux comme des fans envoûtés par une sérénade romantique. Et si votre objectif était plus ambitieux, disons un éléphant, pas de panique. La méthode était géniale, du moins sur le papier, creuser un grand trou, y placer 4 éléphants, et attendre qu'un mâle, guidé par l'instinct, y tombe. Un piège qui alliait biologie, théâtre et une bonne dose de folie. En effet, beaucoup de ces théories ressemblaient à ces recettes de beauté, bizarres, potentiellement dangereuses, mais toujours soutenues, avec une conviction inébranlable. Même l'amour, au Moyen-Âge, était pris avec une extrême sérieux.
À une époque où les lettres parfumées pouvaient provoquer des guerres et devenir des preuves juridiques, l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais une discipline. Andrea Capellano, un chanoine du XIIe siècle, sentit la nécessité de mettre de l'ordre dans le chaos du cœur humain, et écrivit un traité, De Amore. Il y codifia des règles précises sur qui pouvait aimer et comment. Par exemple, selon lui, un aveugle ne pouvait pas éprouver un véritable amour, car le sentiment naissait du regard. Une exception était faite si l'amoureux avait été vu avant la cécité, une sorte de licence sentimentale rétroactive. De plus, Andrea estimait que l'amour le plus pur était le privilège des nobles, car les gens du commun étaient longtemps trop occupés à survivre entre récoltes et épidémies. Quant aux femmes mariées, l'amour extra-conjugal n'était pas totalement interdit, à condition qu'elles vivent un mariage malheureux. Même l'adultère avait ses exceptions. Mais les croyances les plus insolites ne s'arrêtaient pas aux êtres humains. Gaston II, un contemporain de Capellano, croyait fermement que les chiens étaient beaux capables de communiquer parfaitement, le problème étant la surdité sélective des humains. Selon lui, il suffisait d'observer avec affection et patience pour saisir les messages émotionnels de nos amis à quatre pattes. Peut-être qu'en fin de compte, l'amour le plus sincère du Moyen-Âge venait justement d'un museau poilu et d'une queue qui remuait. Et voici la fin de ce voyage à travers les merveilles et les étrangetés du soi-disant âge sombre. Si vraiment l'étiquette est synonyme de civilisation, peut-être que le Moyen-Âge a besoin d'un nouveau slogan promotionnel. Nous avons vu qu'il suffisait de ne pas se gratter les puces en public, d'éviter d'uriner où l'on mange et de simuler une crise hystérique pour éviter une femme particulièrement entreprenante. Simple, non? Et maintenant, je vous pose la question. Si vous aviez vécu à cette époque, qu'auriez-vous préféré? Enduire votre tête d'une mixture de sangsues fermentée? Ou passer votre vie à marcher silencieusement comme une ombre pour ne pas déranger? Votre avis compte. Laissez un commentaire et participez à la conversation. Et bien sûr, si ce voyage vous a fait sourire ou vous a fait apprécier la modernité, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain saut dans le temps. Partagez cette vidéo avec ceux qui pensent que nous vivons aujourd'hui dans des temps difficiles. Après le Moyen-Âge, tout vous semblera plus simple. À bientôt pour une autre incursion dans l'histoire.